Bienvenue dans le débat de France 24. L'un arrive, l'autre reste. C'est pour l'heure le scénario qui se dessine à Washington, alors que Joe Biden prépare dès aujourd'hui son entrée en fonction dans plus de 2 mois, en désignant un groupe d'experts censé le guider dans la lutte contre le coronavirus. Donald Trump, lui, s'entête et fait comme si l'élection n'avait pas donné de vainqueur, comme s'il lui était encore possible de contester sa défaite et de s'accrocher au pouvoir. Pour preuve, entre 2 tweets accusant les démocrates de tricherie, le voilà qui félicite le laboratoire Pfizer, son vaccin contre le Covid-19 et son effet dopant sur la bourse de New York. Pendant ce temps, je vous le disais, Joe Biden, lui, appelait les Américains à se mettre massivement au masque. Écoutez. S'il vous plaît, je vous implore, portez un masque. Faites-le pour vous-même, faites-le pour votre voisin. Un masque n'est pas une déclaration politique, mais c'est un moyen de commencer à rassembler le pays. L'Amérique peut-elle tenir longtemps avec à sa tête 2 présidents qui, chacun, revendiquent la souveraineté populaire? L'après-Trump devra-t-il se dessiner avec Trump? On en débat avec, en direct de Washington, Sonia Dridi, correspondante pour France 24, auteure de Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, une biographie du président élu des États-Unis. Bonjour Sonia. Bonjour. Également avec nous, l'autre correspondant de France 24 aussi. À Washington, c'est bien sûr Mathieu Babin que vous suivez tous les jours dans nos éditions et que vous avez pu voir bien sûr couvrir cette élection présidentielle pour France 24. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alexandre Cournol, président de l'UFE, c'est la principale union de Français situés à l'étranger, est avec nous, lui, en direct de Washington. Et également Alexandre Cournol, qui est également très impliqué dans la représentation des diversités au sein des entreprises. Bonjour Alexandre Cournol. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Et puis depuis New York, cette fois, c'est John Rick MacArthur, le directeur du Harper's Magazine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. On va donc revenir sur l'actualité du jour. Et c'est Donald Trump qui, d'abord, continue de contester. On vient de voir la une du Harper's Magazine, The Vote, évidemment, le vote qui, pour les médias américains, ne fait plus aucun doute. C'est Joe Biden qui l'a remporté. Oui, mais voilà, il y en a un qui le conteste. C'est bien Donald Trump qui a encore 5 semaines pour obtenir satisfaction auprès de la justice. Le 8 décembre, Mathieu Babin, les grands électeurs élisent le président. C'est vraiment la date limite pour Donald Trump. Au-delà du 8 décembre, il ne pourra plus clamer sa victoire, ou du moins la tricherie à l'élection présidentielle? Non, effectivement, techniquement, le 8 décembre est la date butoir, même si la véritable date constitutionnelle est le 14 décembre, le jour où les 538 grands électeurs désignés par le scrutin vont devoir s'exprimer et désigner constitutionnellement le président élu. Au-delà du 14 décembre, il restera une longue trajectoire que devra alors accomplir Joe Biden avant son entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Cette période est d'ailleurs pleine d'inconnus. Et notamment les inconnus liés à l'attitude qu'adoptera Donald Trump avant le 8 décembre, mais également après le 8 décembre. Il est essentiel pour Joe Biden de pouvoir commencer à échanger avec l'administration sortante. Cette transition est absolument capitale, et particulièrement dans le cadre de la pandémie, mais pas seulement. Des défis économiques absolument colossaux attendent l'Amérique. La situation économique n'est pas bonne. La récession s'annonce, le taux de chômage est extrêmement élevé. Un taux de chômage record qu'on n'avait plus observé depuis la Seconde Guerre mondiale. On est extrêmement loin du bilan économique favorable que dont Joe Biden aurait pu hériter de Donald Trump. La situation économique est réellement le second sujet qui préoccupe Joe Biden, et on l'a entendu dans son discours aujourd'hui. Mais oui, on va revenir à ce discours, mais peut-être un mot quand même de ce danger, de la situation actuelle. Sonia Dridi, Donald Trump lui conteste, il réclame l'annulation pure et simple des votes par correspondance dans un certain nombre d'États. Il prévoit aussi d'organiser une série de rassemblements pour contester ces résultats, de rassemblements de ses partisans. Est-ce que c'est risqué? Ça peut déboucher sur quoi, d'après vous?
Alors, ce qui est une difficulté actuellement, c'est que oui, les médias américains et notamment l'agence de presse Associated Press qui annonce depuis des décennies les victoires des présidents ont annoncé la victoire de Joe Biden, mais une agence fédérale qui doit officialiser cette victoire ne l'a pas encore fait, et cette agence est dirigée par Emily Murphy qui a été nommée par Donald Trump, et donc pour l'instant cette agence fédérale n'a pas annoncé officiellement la victoire de Joe Biden, ce qui finalement retarde la transition. L'équipe de campagne et de Joe Biden aimerait pouvoir se mettre au travail, et bien sans l'annonce de cette agence, pour l'instant, on est vraiment dans une situation inédite. Alors oui, Donald Trump va continuer de contester. Je pense que ce qui est important pour lui, c'est de ne pas perdre la face. Donc il va peut-être en effet continuer d'organiser ces meetings comme ces meetings de campagne. On sait qu'il a découvert un peu ça avec la campagne de 2016, et depuis il n'arrête plus parce que ça lui donne énormément d'énergie. C'est un showman et il sait que sa base est galvanisée. Et beaucoup aujourd'hui d'électeurs de Donald Trump ne reconnaissent pas, n'acceptent pas la victoire de Joe Biden. Donc c'est vrai que c'est une situation compliquée. Alors après, beaucoup ont le regard tourné vers les républicains. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les figures républicaines à Washington? On voit que même Donald Trump à la Maison-Blanche reçoit 2 sons de cloche. Il y a certains de ses conseillers, comme l'avocat Rudy Giuliani, qui lui poussent de continuer à se battre. Et puis, il y en a d'autres, comme son conseiller informel Chris Christie, qui disent publiquement qu'il n'y a pas de preuve de fraude, et qui conseillent à Donald Trump d'accepter la défaite. En tout cas, certains élus républicains commencent à dire qu'il n'y a pas de preuve de fraude. Donc, c'est vrai que c'est une situation assez compliquée. Je pense que ce qui est important pour Donald Trump, c'est de ne pas perdre la face. Donc, il va sûrement continuer jusqu'au bout de contester sur le plan juridique, en tout cas, cette victoire. Mais je suis pas sûre qu'au final, je pense qu'il y aura une transition de pouvoir, une passation de pouvoir qui va se faire normalement. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est au niveau des partisans des deux camps, des partisans les plus extrêmes, il pourrait y avoir certaines tensions à un moment donné dans le pays. John Wick McArthur, l'inauguration, comme on dit, l'entrée en fonction du nouveau président Joe Biden est prévue pour le 20 janvier prochain. Or, il se trouve, c'est un républicain, le sénateur du Missouri, Roy Blunt, qui dirige la commission bipartisane du Congrès en charge des cérémonies d'inauguration. Alors lui, il assure que cette cérémonie aura lieu, quel que soit le vainqueur, puisque lui-même ne reconnaît pas pour l'heure explicitement la victoire de Joe Biden. C'est sûr qu'elle aura lieu, cette cérémonie. C'est sûr que Joe Biden sera investi. Et puis, que fera Donald Trump? Est-ce qu'il y assistera, d'après vous? Alors, à mon avis, c'est sûr. On parle là des réglementations constitutionnelles, juridiques, etc. Mais il faut vous souvenir qu'une grande partie de la réussite de Donald Trump, c'est le show, c'est le spectacle. Donc, il faut absolument que le spectacle continue pour que la marque Trump survive l'arrivée d'un nouveau président. Donc, c'est un peu inquiétant parce que, bien sûr, il y aura des militants Trump qui pourraient se fâcher sérieusement et tirer sur des innocents, parce que ça, c'est toujours possible chez nous que la violence explose. Mais pour Trump, c'est plutôt un show. Et je vous fais rappeler que le show a été brusquement interrompu mardi soir, le jour du scrutin, sur le réseau Fox, ce qui m'a signifié un grand changement dans la situation politique aux États-Unis. Ça veut dire, je vous fais rappeler que Fox a déclaré Biden victorieux dans l'État d'Arizona, ce qui était un choc pour le Parti républicain. Et ils ont tenu à leur déclaration bien avant les autres réseaux de télévision. Il y a eu le beau-fils de Trump qui a téléphoné à Rupert Murdoch pour protester. Jared Kushner. Excusez-moi, et Jared Kushner. Murdoch a refusé de reculer ou de changer la déclaration de victoire pour Biden. Ça veut dire que Murdoch, qui fait grande partie du show, qui a profité beaucoup du show Trump, est en train de laisser tomber.
ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Mais le spectacle tel quel va continuer peut-être au-delà de l'investiture de l'inauguration de Biden, parce que Trump veut maintenir sa marque. Alexandre Cournol, le changement d'attitude de Rupert Murdoch, qui effectivement, après avoir longtemps soutenu Donald Trump, à l'issue de cette élection présidentielle, très rapidement consacré la victoire de Joe Biden. Est-ce qu'on observe dans le big business, comme on dit, le corporate America, des retournements similaires de la part de chefs d'entreprise, ou en tout cas, sans parler de retournement, disons une forme de lucidité face aux résultats? Oui, je crois, une lucidité, et puis on le voit même au niveau de la garde rapprochée républicaine. On a eu très peu de commentaires de, par exemple, Mitch McConnell, qui est quand même un des républicains les plus importants aux États-Unis, puisqu'il est le leader de la majorité sénatoriale. Le leader de la majorité, exactement. On a eu très peu de commentaires de la part de plusieurs big business ou de grosses entreprises, des chefs de grosses entreprises américaines qui d'habitude ont tendance à commenter ou tweeter. Et là, il y a eu absolument très peu de commentaires. Donc on voit, c'est vrai, une lucidité. Oui. Des journaux font même état d'une initiative de grands chefs d'entreprise pour inciter Donald Trump à une transition pacifique, à passer la main pacifiquement. C'est vrai, ça? Absolument. Absolument. Il y a une volonté, de toute façon, d'arriver à un compromis, puisque tout ce que les chefs d'entreprise veulent préserver, c'est une stabilité. Et vous le savez, un chantier énorme avec la lutte contre le Covid, ce sont les points d'intérêt des chefs d'entreprise à ce stade. Vous qui êtes d'ailleurs dans le circuit économique et qui connaissez bien le fonctionnement de la justice, puisque c'est aussi une part importante de la vie corporate aux États-Unis, vous excluez totalement que Donald Trump obtienne gain de cause et puisse inverser le résultat de cette élection via la justice, lui qui a réussi à se soustraire pendant des années au jugement qui lui imposait de rendre publique sa feuille d'impôt? En tout cas, il y aura des suites légales, ça on en est sûr. À ce stade, et compte tenu du climat très tendu, je ne pense pas qu'aucune option légale puisse aboutir. Mais à ce stade, il est très difficile de se prononcer là-dessus. Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est que ces poursuites légales vont absolument se dérouler comme cela a été annoncé. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument unique dans ce scrutin. C'est un scrutin vraiment historique. Alors, Joe Biden, lui, Mathieu Mabin, il a décidé d'avancer, puisque après son discours, dans lequel il endossait le statut de gagnant samedi soir, il a annoncé aujourd'hui la création d'une task force scientifique pour le guider dans la lutte contre le coronavirus, qui a fait, il faut le rappeler, déjà plus de 237 000 morts aux États-Unis. Pourquoi si tôt? Est-ce que c'était nécessaire, Mathieu? Écoutez, la communication de Joe Biden autour du coronavirus est particulièrement intéressante et vous avez raison de le souligner. Alors qu'il n'a été pour le moment que déclaré président élu et qu'à l'échelle du calendrier de la contamination, il est encore extrêmement loin de l'entrée à la Maison-Blanche, Joe Biden est en train de réaliser ce sur quoi Donald Trump a concrètement échoué, c'est-à-dire fédérer l'opinion américaine autour de lui dans le cadre d'une menace qui pèse sur la nation. C'est un phénomène qu'on a déjà observé, et je suis sûr que vous vous en souvenez par le passé, lorsque l'Amérique s'engageait dans un conflit notamment. Ça a été particulièrement vrai pour George Bush, on s'en souvient. Donald Trump, lui, avait choisi de balayer la menace du revers de la main, on s'en souvient également, en promettant que le virus aurait disparu de lui-même à Pâques. Joe Biden, lui, choisit d'associer les Américains à la lutte en déclenchant un phénomène
d'adhésion extrêmement classique en réalité autour de lui. Concrètement, sa communication nous dit « la situation est grave, serrons-nous les coudes, nous vaincrons ». Et ça marche sur les consciences américaines. Ça, c'était le premier point. Ensuite, le calendrier et l'avancée des recherches de laboratoires, comme Pfizer par exemple, lui sont plutôt favorables. Si Joe Biden entre à la Maison-Blanche le 20 janvier avec un vaccin, que l'administration américaine sera prête à acheter par centaines de milliers, voire par millions de doses, Joe Biden inaugure sa présidence alors en réglant le problème qui aura littéralement plombé le mandat de Donald Trump. Il deviendra alors de facto le président de la victoire, mais ça, c'est le scénario idéal pour les démocrates. Eh oui, Sonia Dridi, une task force, pourquoi faire quelles seront les différences, d'après vous, avec ce qu'on observait jusqu'à présent de la présidence Trump dans la lutte contre le coronavirus? On va passer vraiment du tout au tout. Ce sera un changement radical. Et puis, quels sont aussi ces leviers? Parce qu'on le sait, les États-Unis, c'est un État fédéral. Et on l'a bien vu déjà dans le passé avec les États dirigés par les démocrates. La politique n'était pas forcément la même de celle préconisée depuis la Maison-Blanche. Oui, tout à fait. Alors, depuis le début de la crise, de la pandémie, eh bien, Joe Biden veut montrer aux Américains qu'il prend ce problème très au sérieux. Pendant sa campagne, il avait des appels téléphoniques tous les matins avec des médecins pour continuer d'être au courant, de se tenir informé sur la situation, alors que Donald Trump, lui, continue à faire ses meetings avec des milliers de partisans. On le voit aussi que Joe Biden a redoublé de précautions, a toujours porter le masque, à faire des rassemblements de campagne en mode drive-in où les partisans étaient dans leur voiture et ils étaient seulement plusieurs dizaines. Donc c'est un peu, ça a été un peu une aubaine pour la campagne de Joe Biden de façon assez cynique, cette pandémie, parce que ça l'a posé en président, en candidat en tout cas, plus rassurant, plus présidentiel, et il a toujours dit que sa priorité au niveau national, s'il est élu, lorsqu'il prendra les rênes du pays, eh bien, c'est de lutter contre la crise du coronavirus. Et donc là, il veut montrer qu'il respecte sa promesse. Il veut notamment mettre en place un corps médical dédié à lutter contre la pandémie. Il veut aussi, il souhaite pouvoir accélérer le nombre, les tests qui sont disponibles dans le pays. Donc ça, c'est vraiment une différence avec Donald Trump, parce que on a vu que pendant ces derniers mois, eh bien, la gestion de la pandémie a été faite de façon parfois très amateur. Il y avait même des stagiaires qui devaient s'occuper de distribuer les masques et les équipements de protection personnelle dans les hôpitaux. Ça a été décrit par certains témoins comme une situation très chaotique. Donc là, on voit que Joe Biden veut vraiment avoir une cellule de crise, c'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui, pour lutter contre la pandémie. Par contre, vous l'avez dit, ça va être compliqué parce que dans les États où il y a un gouverneur républicain, eh bien, par exemple, il ne pourra pas imposer le port du masque. Mais il peut donner les grandes lignes avec notamment donc, ce corps médical dédié à la lutte contre la pandémie, ou encore la multiplication des sites pour se faire tester. Merci Sonia, on va évoquer avec nos autres invités ce changement de cap dans la lutte contre le coronavirus et puis beaucoup d'autres éléments aussi. Le limogeage à l'instant, il y a quelques minutes, par Donald Trump du secrétaire à la défense et j'en passe. Et puis il y a aussi bien sûr la désignation d'une nouvelle équipe par Joe Biden pendant la période de transition. Tout cela, ce sera dans les prochaines minutes. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Retour au débat de France 24. Joe Biden, Donald Trump, un fauteuil pour deux, alors que le président élu commence déjà à fourbir ses armes et à poser les jalons de sa future politique. Eh bien, Donald Trump, lui, n'entend pas abandonner la partie de sitôt. Il poursuit ses recours en justice et appelle ses partisans à se mobiliser. On continue d'en parler avec nos invités. Après l'annonce par Joe Biden, notamment aujourd'hui, de la création d'une task force pour le guider dans la lutte contre le coronavirus. Cela annonce, John-Rick MacArthur, un changement majeur d'après vous? Absolument. C'est vraiment une aubaine pour les États-Unis parce que ce qu'on cherche, ce qu'on souhaite surtout, c'est de la consistance. Parce que la politique Covid, virus de Trump
était complètement tordu, débile, farfelu. C'est absolument ridicule. Et c'est bizarre finalement parce que Trump aurait pu être le héros du virus, de la bataille contre le virus. Il n'avait qu'à suggérer gentiment à ses partisans de porter le masque et d'écouter ou permettre au docteur Fauci de se déclarer de façon consistante. Il aurait pu gagner, récupérer beaucoup de voix et de soutien des banlieusards qui ont voté pour les banlieusards normalement républicains qui ont voté pour Biden. Et là, c'était très serré. Vous voyez qu'il y a toujours un soutien énorme pour Trump. 70 millions de voix pour Trump. C'est extraordinaire. Après avoir complètement échoué dans la lutte contre le virus. Complètement. C'est un échec total et bizarre. Mais même avec ça, il a pu obtenir 70 millions de voix. Alors, il y a un soulagement dans le pays. Je peux vous assurer qu'au moins, même si on est pro-Trump, qu'au moins, il y aura une voix consistante. Alexandre Cournol, une voix consistante. Est-ce que pour les entreprises, on va y voir plus clair? Et puis, est-ce que vous pensez qu'il sera possible d'imposer le port du masque dans les entreprises? Est-ce que c'est une bonne chose, d'après vous? Absolument. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises ont déjà imposé le port du masque. Je crois qu'il y a non seulement une consistance, mais également une volonté de la part de l'administration Biden de reprendre les rênes. On a entendu pendant son discours aujourd'hui une volonté de fédérer autour d'un projet commun, de donner des consignes claires, notamment pour les écoles et pour les entreprises au niveau national, ce qui est franchement une grosse différence avec ce qui avait été fait avant. Donc on a une volonté de reprendre la main, d'avoir un État beaucoup plus présent, ce qui est absolument intéressant par rapport à une vision beaucoup plus fédéraliste de l'administration précédente. Donc là, nous avons vraiment une cassure là-dessus et on l'a entendu dans le discours d'aujourd'hui très clairement. Alors, il y a la gestion des événements, à commencer par le coronavirus, il y a aussi la gestion des hommes et des femmes qui constitueront les futures équipes. De ce point de vue-là, est-ce que l'administration de Joe Biden annonce un changement? Sonia Dridi, on l'a appris juste avant ce débat. Donald Trump limoge son secrétaire à la Défense, Mark Esper. Est-ce que c'était une décision attendue? Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'interpréter? Alors c'est vrai qu'on sent que Donald Trump rumine à la Maison-Blanche, qu'il fait les 100 pas. On le sent très frustré, évidemment, par cette annonce de la victoire de Joe Biden. Et donc, il a annoncé, en effet, le limogeage de Mark Esper, qui est donc le secrétaire à la Défense. Alors, c'était pas forcément attendu ces jours-ci, mais on sait qu'il s'était déjà, entre guillemets, un peu frité cet été parce que Donald Trump lui avait demandé après, lors des manifestations après la mort de George Floyd, cet Afro-Américain tué par un policier blanc, d'intervenir pour évacuer les manifestants qui étaient autour de la Maison-Blanche. Donc, il faisait comprendre qu'il fallait les évacuer par la force et Mark Esper a refusé. Donc, depuis, il semblait y avoir des tensions. Mais c'est aussi une façon pour Donald Trump de montrer qu'il est toujours au pouvoir. Il va prendre des décisions jusqu'à ce qu'ils doivent a priori de remettre le pouvoir, enfin en tout cas passer le pouvoir à Joe Biden, et il se peut aussi qu'il pratique en quelque sorte la politique de la terre brûlée avec des décisions qui vont ensuite peser sur l'administration Biden. Mathieu Mabin, Donald Trump, pardonnez-moi encore, le président en exercice, qui limoge comme ça, brutalement, son secrétaire à la Défense, Mark Esper. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres comme ça, des décisions erratiques dans les prochaines semaines?
Oh, écoutez, avec Donald Trump, on peut à peu près s'attendre à tout, mais ce qu'il est intéressant de souligner, effectivement, c'est que donc Christopher Miller, qui était jusqu'à présent le patron de la lutte antiterroriste, qui occupera désormais le siège de secrétaire à la Défense, et ce jusqu'au 20 janvier prochain, et le changement d'administration. Il y a différentes manières de lire cette nomination tardive. Cette nomination au sein d'une administration sur le déclin est la manière la plus pessimiste de voir ce changement d'organigramme et d'en déduire que Donald Trump souhaite en réalité garder la main sur l'appareil militaire en nommant un fidèle parmi les fidèles. Mark Esper, le ministre de la Défense, débarqué aujourd'hui, avait une ligne très claire sur le rôle que les forces armées américaines peuvent et ne peuvent pas jouer dans le cadre d'une crise politique intérieure comme celle que nous vivons. Un peu dans la veine d'ailleurs des principaux généraux du Pentagone, comme le chef d'état-major des armées. Mark Esper avait déclaré, Sonia Dridi le rappelait à l'instant, qu'il n'appartenait absolument pas à l'armée américaine de s'immiscer dans les affaires politiques et intérieures de la nation, et notamment dans le cadre d'une confrontation purement politique entre militants pro-Trump et militants pro-Biden. Donald Trump est-il donc en train de s'assurer l'obéissance du Pentagone et par là des forces armées en prévision d'une crise sécuritaire majeure? C'est une des questions qui agite Washington aujourd'hui. Et du côté de Joe Biden, Mathieu, on sait comment va se dérouler la formation d'un nouveau cabinet. Jusqu'à quand peut-il d'abord avancer sans contact avec Donald Trump? Et puis quel rôle va jouer Kamala Harris? Alors, ce qui est certain, c'est que le rôle de Kamala Harris sera absolument central, puisqu'il lui revient la responsabilité de fédérer les minorités américaines autour de cette prochaine administration. Les minorités américaines et évidemment les femmes. C'est pour cela qu'elle a été choisie. Joe Biden n'en a jamais fait le secret. Maintenant, le travail de l'équipe de Joe Biden a commencé bien avant la victoire proclamée de Joe Biden. L'administration de Joe Biden est concrètement à peu près prête jusqu'à présent, même s'il n'y a pas de communication concrète sur le sujet. Les étapes, on les connaît. Il y a ce 8 décembre, il y a le 14 décembre, et puis il y a l'investiture, évidemment. Le principal handicap des équipes de Joe Biden aujourd'hui, son équipe de campagne qui va muer en administration concrète au cours des prochaines semaines, le principal handicap, c'est l'incapacité à communiquer avec l'administration actuelle. Et ce que l'on observe au Pentagone aujourd'hui en est une belle illustration. Il est strictement impossible pour le futur ministre de la Défense de Joe Biden d'échanger ni avec Mark Esper, ni avec son successeur, ni même avec les généraux, alors qu'il y a des questions de défense, notamment absolument centrales, qui méritent d'obtenir des réponses. Les militaires doivent être capables de se projeter dans l'avenir, mais je dirais qu'il en va de même pour le département d'État, pour le département du Trésor, et notamment dans le cadre de la crise économique qui s'annonce et de la récession qu'à peu près tous les analystes économiques prédisent pour ce pays. Donc effectivement, cette période de transition qui normalement est absolument cruciale et permet la pérennité de l'exercice du pouvoir dans une démocratie comme les États-Unis, cette période risque d'être beaucoup plus compliquée et de facto beaucoup moins efficace pour la prochaine administration. John Rick MacArthur, vous qui connaissez bien la vie politique américaine, comment peut-on constituer une nouvelle équipe, passer les dossiers lorsqu'on n'a pas d'interlocuteur en face? Et puis Joe Biden, vous qui connaissez bien aussi le Parti démocrate et les différentes forces qu'il compose, qui Joe Biden va-t-il mettre aux manettes? On a vu l'interview très offensive d'Alexandria Ocasio-Cortez aujourd'hui, qui blâme le Parti démocrate pour ses méthodes, ses mauvaises méthodes de campagne, notamment le fait de ne pas avoir suffisamment recouru aux réseaux sociaux, et qui y voit là une des raisons des scores décevants à la Chambre des représentants et au Sénat. Est-ce que ça indique que d'ores et déjà, l'unité du parti est fissurée? Est-ce que ce ne sera pas difficile pour Joe Biden, dans ces conditions, de former une équipe soudée et unie? Pour répondre à votre première question, il y a aussi une consistance chez Joe Biden qui date depuis très longtemps, et c'est sa fidélité au Parti démocrate. Il y a des barons très importants dans le Parti démocrate, beaucoup plus importants que Ocasio-Cortez, qui se sont déjà déclarés sur leur choix de postes clés dans le cabinet, etc. Donc, on peut s'attendre à un cabinet Biden très, disons, modéré, très centriste et très lié à l'ancien régime.
Obama, Clinton. Cela dit, il y a un bain de sang qui nous attend entre les progressistes et ce qu'on appelle le parti régulier démocrate. Parce que, bien sûr, les progressistes pensent que Biden et tous les autres sont redevables pour leur soutien lors de la campagne. Ils ont tous milité pour Biden, alors que idéologiquement, ils sont très, très séparés, très écartés l'un de l'autre, des deux côtés. Biden, par exemple, c'est un libre-échangiste, et c'est une des raisons que Trump a gagné en 2016. C'était sa position anti-libre-échange. Elizabeth Warren et Bernie Sanders sont également anti-libre-échange, anti-ALENA, anti-accord avec la Chine, etc. Comment est-ce que ça va se dérouler? Pour le moment, ça va se dérouler en secret et les discussions seront cachées entre les copains et entre les rivaux. Mais vous m'avez demandé comment peut-on faire une transition entre administration républicaine, administration démocrate. Je vous assure qu'il y a des pourparlers entre Mitch McConnell et Charles Schumer, chef de la minorité au Sénat. Il y a des discussions. Alexandre Cournol, comment est-ce qu'on peut énergiser la base, si vous me passez l'expression? Il faut quand même avoir en tête que 2 élections sénatoriales auront vraisemblablement lieu en janvier et pourraient déterminer de l'avenir du Sénat. Comment est-ce qu'on peut, Alexandre Cournol, le faire et appeler aux électeurs avec une politique centriste? Est-ce que c'est la bonne option, d'après vous, pour Joe Biden, ou est-ce qu'il faudra au contraire qu'il envoie des signaux à, disons, la partie la plus motivée de son électorat, qui n'est pas forcément la plus centriste? Oui, c'est tout à fait vrai. Il faut le rappeler quand même, c'est très important que pendant les primaires, Joe Biden était en mauvaise posture jusqu'à ce que la Caroline du Sud décide par le biais de son homme influent Jim Clyburn, qui est un Afro-Américain et l'Afro-Américain le plus important du Congrès américain aujourd'hui, lui a accordé son soutien. À partir de la Caroline du Sud, Joe Biden a commencé à reprendre la main. Et donc vous voyez comme sa base est extrêmement fragile. Vous avez d'une part la gauche du Parti démocrate, notamment les soutiens de Bernie Sanders, d'Elizabeth Warren, pro-climat notamment, et vous avez Joe Biden qui est considéré comme par beaucoup de démocrates comme le plus républicain des démocrates. Et donc ça va être là l'enjeu de ces sénatoriales, c'est de donner assez de crédit à cette image progressiste sans rebuter les électeurs un peu plus âgés, plus conservateurs, qui ont fait confiance à Joe Biden. Ça va être un enjeu primordial dans ces sénatoriales, notamment en Géorgie. Il a les moyens d'y parvenir, Sonia Dridi, vous qui avez écrit sur Joe Biden. Quel genre de manager est Joe Biden et comment va-t-il faire justement pour essayer de maintenir l'enthousiasme, ces 74-75 millions de voix qui sont portées sur lui, maintenir l'enthousiasme à l'occasion de ces 2 élections sénatoriales de Géorgie, cruciales pour lui, il faut le rappeler, puisque ce sont elles qui peuvent éventuellement lui permettre d'obtenir la majorité au Sénat avec le vote de la vice-présidente Kamala Harris. Oui, alors Joe Biden, c'est vraiment l'homme du compromis. Lorsqu'il était au Sénat pendant 36 ans, ce démocrate centriste a fait de nombreux compromis, a beaucoup négocié avec les républicains. Et c'est aussi ce qui explique sa longévité en politique. Il s'adapte beaucoup. C'est pas vraiment un grand idéologue. Il n'a pas énormément d'idées qu'il met en avant. Il arrive beaucoup à s'adapter. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait pendant cette campagne présidentielle où, en effet, au début des primaires, il était
été vraiment en difficulté. Alors le vote des seniors, le vote des Afro-Américains lui était plutôt acquis, mais il a dû séduire cette jeunesse progressiste. Et contrairement à Hillary Clinton, qui ne leur avait pas tendu la main, notamment au pro-Sanders, eh bien tout de suite Joe Biden a été piqué des idées dans le programme de Bernie Sanders ou d'Elizabeth Warren et les a mis en avant, comme le salaire minimum à $15 ou encore l'université gratuite pour certains foyers. Et c'est comme ça qu'il a réussi vraiment à fédérer l'Amérique anti-Trump avec lui, avec ce taux de mobilisation historique. C'est finalement en tendant la main au progressisme. Et aujourd'hui, en effet, c'est un immense défi pour Joe Biden, à la fois de réconcilier les Américains et aussi de satisfaire les plus centristes et les plus progressistes du parti. Et comme vous l'avez souligné avec les déclarations de Alexandria Ocasio-Cortez, les jeunes progressistes, entre guillemets, l'attendent au tournant. Et on sait très bien qu'il y a des différences, par exemple, sur les thèmes des tensions raciales. Joe Biden veut donner plus d'argent à la police, les jeunes à gauche lui demandent d'en donner moins. Pareil sur le climat, il y a des différences. Mais finalement, généralement, je trouve que Joe Biden est peut-être le candidat, l'homme démocrate le moins bien, peut-être le mieux placé pour relever tous ces défis, parce que ça aurait été extrêmement difficile pour n'importe quel président démocrate aujourd'hui de travailler avec, par exemple, un Sénat républicain. Si vraiment le Sénat est finalement acquis aux républicains, il pourrait sinon être à égalité avec 50 sénateurs démocrates, 50 sénateurs républicains. Mais les élus républicains connaissent bien Joe Biden. Joe Biden a travaillé avec eux pendant des décennies. Donc oui, ce sera un défi, un immense défi, et ce sera difficile, mais je pense qu'il est plutôt bien placé pour tenter justement de relever le défi. Mathieu Mabin, il aura les ailes coupées, Joe Biden, s'il ne remporte pas les 2 sièges de Géorgie au Sénat en début d'année prochaine. Et est-ce qu'il peut, le cas échéant, gouverner comme l'avait fait Donald Trump à coup d'executive orders? Il n'aura strictement pas le choix. Effectivement, si Joe Biden débute son mandat sans le Sénat, il est techniquement considérablement handicapé. Si le Sénat veut neutraliser la politique de réforme promise par Joe Biden, le Sénat en a parfaitement le pouvoir et il faut absolument s'attendre à ce que ce soit le scénario qui s'annonce. Pour revenir sur la composition de l'équipe gouvernementale de Joe Biden et de cette performance qui a consisté à assurer ce qu'on appellerait en France une forme d'union de la gauche pour se garantir la victoire, on verra en réalité quelle place prendront les progressistes, quelle place prendront Elizabeth Warren notamment, et cette jeune garde démocrate que l'on a vu apparaître à la Chambre des représentants lors des dernières élections de mi-mandat. On le verra tout simplement dans l'équipe gouvernementale. Comment est-ce que Joe Biden, qui effectivement est un centriste, vous savez, on a tendance à séparer la classe politique américaine en gauche et droite lorsqu'on la regarde depuis l'Europe. La réalité ici est beaucoup plus complexe. Joe Biden n'est pas réellement un homme de gauche, en tout cas il n'est pas perçu comme tel. En revanche, il y a désormais dans son effectif, dans ses rangs, à côté de lui, parmi ceux qui l'ont aidé à emporter cette élection présidentielle, cette gauche naissante américaine, ce que l'on appelle ici désormais les socialistes. On a beaucoup dit les progressistes, mais aujourd'hui, la jeune élue Ocasio-Cortez notamment s'assume comme socialiste et le formule volontiers. Et là, il va y avoir un problème de compatibilité, car la vieille garde démocrate qui siège au Congrès et à Washington depuis des décennies n'est pas du tout disposée à se convertir à cette nouvelle idéologie. On verra bien quel terrain Joe Biden a cédé à Bernie Sanders notamment, et quels accords préalables antérieurs à l'élection ont été passés avec Bernie Sanders lorsque l'on verra se dévoiler la nouvelle administration américaine. Merci Mathieu Mabin. Une dernière information à vous donner. La Maison-Blanche a donné ordre à toutes les agences fédérales de mettre fin immédiatement aux fonctions de toute personnalité, tout haut fonctionnaire nommé par Donald Trump et qui rechercherait d'ores et déjà à se recaser dans le privé. Voilà le signal qui est donné. On dit clairement à la Maison-Blanche que l'élection n'est pas terminée. On continue d'en contester le résultat et qu'il n'y a donc pas de raison pour ces personnalités, pour ces hauts fonctionnaires nommés par Donald Trump d'aller chercher du travail ailleurs. Autrement dit, il est mis fin immédiatement à leurs fonctions si c'est le cas. Merci à nouveau à vous, Mathieu Mabin, correspondant de France 24 à Washington. Merci également à Sonia Dridi, à Alexandre Cournol et à John Rick MacArthur qui étaient avec nous
dans le débat de France 24. Restez avec nous, l'actualité continue. Nouveau journal dans moins de 10 minutes dans Paris Direct.